Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Les 35 heures sont bien en sursis. Jean-Pierre Raffarin confirme qu'une loi est envisagée, mais souhaite calmer le jeu en appelant d'abord au dialogue social. Les syndicats réaffirment leur opposition. Le Parti socialiste parle de revanche. Un plan contre le bruit, avions, voitures, motos, tapage nocturne. La ministre de l'Environnement, Roselyne Bachelot, veut notamment faire payer les compagnies aériennes pour insonoriser les maisons et faire confisquer les deux roues trop bruyants. Les buralistes ne désarment pas à 2 semaines de l'augmentation générale du prix des cigarettes. Nouvelle manifestation au péage entre Nice et la frontière italienne. Les débitants de tabac dénoncent la contrebande. À l'étranger, consensus contre Israël à l'ONU. La communauté internationale condamne le raid en Syrie. Une exception est de taille, les États-Unis, pour qui Damas est du mauvais côté dans la guerre contre le terrorisme. Un anniversaire en Afghanistan, celui de l'intervention des armées occidentales. 2 ans plus tard, les talibans sont partis, mais rien n'est réglé. Et nous verrons que la charia, la loi islamique, reste en vigueur dans la plus grande partie du pays. Enfin, des dauphins tropicaux au large des côtes charentaises. C'est un nouveau signe du réchauffement du climat et une conséquence de la canicule de cet été. On commence donc avec le débat sur les 35 heures. Débat qui a dominé le week-end. Faut-il les abroger, les amender, les maintenir? On attendait la prise de position de Jean-Pierre Raffarin. Eh bien, chacun y trouvera ce qu'il veut y trouver. Le Premier ministre évoque bien une possible loi, mais il en appelle d'abord au dialogue social. Laurent Bailly, Hervé Pozzo. Du coin de l'œil, le patron des patrons vient de repérer le leader de la CGT. Il faut dire que le thème du jour, ici au ministère du Travail, c'était le dialogue social. Vous avez du mal de vous, mais c'est avant que vous arriviez. J'en dirai autant tout à l'heure. Le ton est grinçant, c'est qu'il est fortement question en ce moment de revenir sur les 35 heures. Pourtant, le président du MEDEF assure qu'il ne veut pas remettre en cause les lois Aubry, juste les assouplir. Nous sommes pour qu'on reprenne la discussion en entreprise sur les 35 heures et que, bien entendu, la réforme donne la possibilité de le faire. Personne n'est dupe et nous savons bien que lorsque le MEDEF souhaite une modification dans la hiérarchie des normes et à l'avenir souhaite pouvoir discuter du temps de travail plus tôt dans l'entreprise, c'est un autre moyen de remettre en cause les 35 heures que par la voie législative. Mais si les discussions étaient bloquées dans les entreprises, que se passerait-il? De Moscou, où il est en visite, le Premier ministre a évoqué la loi sur les 35 heures. Nous sommes prêts à y apporter les aménagements nécessaires et de faire en sorte, sur les 35 heures comme sur tout autre sujet, que le dialogue social puisse précéder la décision législative. À Matignon, la ligne c'est donc le dialogue avant tout. Mais pour le président de l'Assemblée nationale, proche de Jacques Chirac, c'est encore plus clair. On ne revient pas sur un acquis social. Et par conséquent, on ne reviendra pas sur les 35 heures. La bataille du temps de travail, relancée par le MEDEF, ne devrait pas pour l'instant franchir à nouveau les portes de l'hémicycle. En attendant, l'UMP et le gouvernement trouveront un argument. Dans ce sondage CSA pour l'expansion, 54% des Français souhaitent la suppression ou la suspension des 35 heures. 42% se prononcent pour leur maintien. Et voyons maintenant ce qu'on en pense dans les entreprises concernées. Rappelons qu'un salarié sur 2 environ est effectivement aux 35 heures, en général dans les moyennes ou grandes entreprises. Alors 2 exemples, 2 sons de cloche différents. Reportage Martin Gouès avec Éric Perrin. Contrairement au vin, les RTT ne se bonifient pas en vieillissant. Dans cette PME bordelaise, les 35 heures sont appliquées depuis 3 ans et demi. Mais avec une activité saisonnière, le temps de travail est annualisé. 43 heures par semaine au maximum, 27 heures quand les commandes sont au plus bas. Aujourd'hui, pour les salariés, les 35 heures commencent à tourner au vinaigre. C'est quand même, non, moi je trouve que c'est très appréciable. Bien qu'il y a quand même une petite perte de salaire par rapport aux heures supplémentaires qui sont plus comptabilisées, mais bon. Gagner plus, je suis prêt à faire plus d'heures. Et aujourd'hui, ce système, quelque part, nous l'interdit. Et c'est en ce sens-là qu'il n'est pas du tout satisfaisant pour moi. Ici, les 35 heures ont permis 5 embauches, mais pour le patron, le casse-tête, c'est trouver la main-d'œuvre pour répondre aux commandes. Nous jonglons avec le quota d'heures. On a une petite équipe administrative. On a des clients qui sont de plus en plus exigeants légitimement et qui nous demandent d'être réactifs. Et donc, effectivement, là, je pense que la PME obéit à un rythme qui est différent de celui de plus grandes entreprises. Une grande entreprise comme celle-ci. 400 magasins en France, 9000 salariés, 150 embauches grâce aux 35 heures. Les RTT ont amené de nouveaux clients vers le bricolage. Le chiffre d'affaires a explosé. Mais pour les salariés, c'est dans la vie privée que la réduction du temps de travail est appréciée.
Avant, ils avaient qu'1 heure, maintenant on a 1h30, voire 2 heures pour manger. Donc ça nous laisse le temps de faire des petites choses entre-temps. Pour la direction, appliquer la loi Aubry, ce fut surtout remettre à plat les méthodes de travail. Elle nous a surtout obligés à revoir complètement l'organisation des magasins. Alors le grand avantage que nous en avons retiré, c'est de pouvoir mieux planifier les plages horaires de présence du personnel. Plutôt favorable aux cadres et aux grandes sociétés, polémique dans les PME, les 35 heures semblent pourtant bien installées dans la vie des entreprises. Enfin, toujours à propos d'économie, on a souvent évoqué la situation difficile que connaît la France en ce moment. Eh bien, cette fois, le mot est lâché et par le Premier ministre lui-même, Jean-Pierre Raffarin a évoqué de Moscou un contexte récessif pour l'économie française. Des gerbes de fleurs et un rassemblement silencieux à Strasbourg après la mort de 2 enfants martyrs dans un même quartier, un bébé de 13 mois, un garçon de 4 ans, sans lien entre ces 2 affaires, tous 2 victimes de leurs parents ou de leur famille. Hier, on parlait de l'incompréhension des habitants du quartier. Aujourd'hui, il y a aussi les questions. Pouvait-on éviter ces drames? Apparemment, les services sociaux avaient été informés. Sur place, Christine Boss, Jean-Pierre Pasteur. Dylan, 4 ans, battu à mort. Priscilla, 13 mois, éviscérée à coups de couteau, 2 morts violentes sans rapport. Un seul point commun, des parents très jeunes, dépassés par leur situation et qui commettent l'inconcevable, tuer leur enfant. 2 cas très différents pour les psychiatres. Ils sont en proie à leurs propres pulsions violentes et c'est ça qui les dépasse et qui les entraîne dans ce cycle infernal de violence à enfants. Et dans l'autre, c'est un délire, donc quelque chose de construit, de pensée, mais qui n'est plus du tout une pensée raisonnable. Hein. C'est une pensée délirante, folle comme on dit. Comment prévenir le passage à l'acte? Scolarisé depuis 2 ans, le petit Dylan, par exemple, ne présentait pas de signes visibles de maltraitance, hormis une ecchymose au visage et une absence de 10 jours qui a inquiété l'équipe pédagogique. Les directrices ont immédiatement contacté l'assistante sociale. Et donc ils étaient prévenus, ils ont réagi. Et ils ont essayé de contacter la famille qui ne répondait pas. L'assistante sociale du quartier devait revoir la mère de Dylan demain, trop tard. Certaines associations dénoncent un dysfonctionnement des services de protection de l'enfance, difficile à dire. Et si on n'est pas intervenu, c'est qu'on ne pensait pas qu'il y aurait un passage à l'acte définitif à ce point-là. Cela dit, il y a aussi des passages à l'acte où vraiment, je dirais quelque part, on n'avait peut-être pas de clignotant. Hein, après tout, un compagnon un peu emporté, un peu violent, on ne peut jamais complètement le prévoir. Enfin, de toute façon, on ne les connaît pas toujours, ces compagnons. Dans le quartier de la Montagne Verte, les habitants choqués continuent de fleurir l'entrée des immeubles où sont morts Dylan et Priscilla. Oui, quand faut-il retirer les enfants aux parents? Comment apprécier le risque? C'est évidemment, on l'a compris, toute la difficulté. Depuis quelques années, on essaye même d'intervenir en amont, pendant la grossesse. C'est à Draguignan que cette expérience a été tentée pour la première fois, il y a 10 ans. Reportage Julia Delage, Sophie Laurent. Il y a eu des circonstances qui ont fait que, déjà moi je n'en voulais pas, et puis en fait, c'est arrivé comme ça. Puis pas 1, 2. Donc c'est vrai que c'est assez... toute notre vie, à mon conjoint et à moi, a été bouleversée. En juillet dernier, cette jeune femme, alors enceinte de 6 mois, arrive aux urgences victime de graves violences conjugales. Elle a jusque-là caché sa grossesse à son conjoint, hésite même à avorter. Des signaux évidents pour les médecins de la maternité. La jeune femme est alors prise en charge par le groupe du docteur Dikelou. Après 2 mois, elle va mieux, même s'il reste beaucoup à faire pour le couple. Il faudra qu'ils acceptent sur le secteur de rencontrer l'assistante sociale. Médecins, psychologues, assistantes sociales, tout le monde travaille ensemble pour prévenir la maltraitance avant même la naissance. À l'origine de cette initiative, un infanticide qui avait profondément choqué la maternité. Je crois que maintenant la grossesse est plus qu'installée, elle a eu le temps de se l'approprier, de dire des choses sur ses bébés, sur leur arrivée, sur leur état de santé in utero, etc. Après l'accouchement, les parents continueront les visites à l'hôpital et les rencontres avec les services sociaux. Pendant 2 ans, ils seront ainsi fermement encadrés. L'objectif, consolider le lien affectif entre les parents et l'enfant. Chaque fois l'inspecteur, parfois tu fais remonter. J'attends qu'une chose, c'est de les voir. C'est vrai, j'attends qu'une chose, c'est de les voir. Autant lui que moi. On a vraiment envie de les voir. Il paraît que c'est une très belle expérience. On va la faire, l'expérience.
En 10 ans, le groupe du docteur Dikelou a fait passer de 2 à 0,5% le nombre d'enfants maltraités nés dans cette maternité. À propos d'infanticide, on a appris hier soir que dans l'affaire du petit Lubin, Magali Guillemot va demander à bénéficier d'une grâce présidentielle. Magali Guillemot, c'est cet ingénieur âgé de 36 ans qui avait été condamné à 10 ans de prison pour avoir causé la mort de son fils Lubin, âgé de 8 semaines. C'est la principale nuisance pour les citadins. Le bruit fait l'objet d'un nouveau plan de lutte présenté ce matin. Si vous habitez dans une ville, grande, petite, moyenne, vous voyez certainement ce dont il est question, les avions, les trains, les voitures, les motos, les marteaux-piqueurs, le tapage nocturne. C'est Roselyne Bachelot, la ministre de l'Environnement, qui a annoncé ces mesures aujourd'hui. Le détail d'abord, Romuald Bonan, Benoît Gadret. On a dépassé la norme de 70. 70 et même 90 décibels au pied d'immeubles. Sonomètre à la main, Roselyne Bachelot a joué ce matin aux gendarmes anti-bruit au pied d'une nationale. Son plan contre les nuisances sonores prévoit sur 5 ans l'isolation phonique de 50 000 logements à proximité des routes et des voies ferrées. Pour financer la réhabilitation phonique des habitations proches d'aéroports, la taxe sur les aéronefs sera portée à 55 millions d'euros en 2004 contre 17 cette année. Ce montant servira à rénover 8 800 logements chaque année contre le bruit. Le ministère de l'écologie veut lutter contre le bruit au quotidien. 500 cantines scolaires, 500 crèches, 500 salles de repos, d'écoles maternelles et 250 salles de sport bénéficieront de réhabilitation acoustique, mais les collectivités locales devront payer la moitié des dépenses. Dans le collimateur de la ministre, les 2 roues. Fin novembre, un décret devrait permettre aux policiers et aux gendarmes de pouvoir saisir et détruire les pots d'échappement non réglementaires, source de nuisances sonores. Un plan qui, de l'avis même de la ministre, ne pourra pas tout résoudre tout de suite. Pour l'avenir, 5,6 millions d'euros seront débloqués chaque année pour développer de nouvelles technologies afin de réduire les émissions sonores. Enfin, pour les poids lourds, gros pollueurs sonores, rien de prévu. Seul un contrôle technique relèvera à titre expérimental leur niveau sonore, un test qui permettra de connaître le taux de camions en circulation ne respectant pas les normes. Oui, selon une enquête de l'INSEE, le bruit est dénoncé comme la nuisance la plus pénible par les habitants des grandes villes. Devant la pollution de l'air et l'insécurité, 54% des personnes interrogées se disent gênées. On a vu que parmi les causes de l'enfer du bruit se trouvent ces scooters ou ces motos aux pots d'échappement bricolées ou illégales. Reportage Agnès Monteux, Olivier Robert. Elles sont régulièrement dénoncées pour leur pétarade. Même bien réglées, les 2 roues font déjà en moyenne 5 décibels de plus qu'une voiture. Alors, mal réglées, 160 000 véhicules par jour. Voilà ce que Madame Gomez voit défiler de son appartement. Et le pire, pour elle, ce sont les motos. C'est vraiment agaçant. Il y a beaucoup de gens sur l'avenue qui ont ce gros problème des motos, du bruit, qui ne peuvent pas dormir. Des conditions invivables, fenêtres ouvertes. Place de la Concorde, des policiers spécialisés font des contrôles anti-bruit. Sur la carte grise de chaque véhicule, un volume sonore autorisé est inscrit. Ce motard dépasse de 3 décibels, il est verbalisé, un PV de 45 € et il devra se présenter 2 jours plus tard avec un nouveau pot d'échappement. C'était dessus, on l'a acheté dessus. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va changer les pots. En fait, il s'est déjà fait pincer il y a quelques semaines et il a remis ses anciens pots, plus bruyants. En moyenne, une moto sur 3 contrôlées sera verbalisée. Faire du bruit, c'est un peu une habitude de motard. Ça, c'est une sécurité, parce que les gens, ils font un petit peu attention et ils nous regardent. Ah, d'accord. Moi, ça fait... Même en hiver, avec les fenêtres fermées, dans un véhicule climatisé, et la radio qui fonctionne. Je trouve qu'il y a d'autres choses plus intelligentes à faire que de verbaliser un motard qui essaye de sauver sa peau un petit peu tous les jours. Les policiers le reconnaissent, c'est souvent le jeu du chat et de la souris. Ils espèrent que le nouveau décret, qui permettra de saisir les pots bruyants, en changera les règles. Il y a les mesures répressives, les mesures financières et puis il y a aussi les derniers progrès, les dernières techniques d'isolation pour limiter l'impact du bruit. Daniel Wolfram, Bernard Connor. Il y a du bruit là, monsieur? Oui, il y a pas mal de bruit ici. Regardez. C'est mieux, hein? Ouais. Bon, ça c'est les mesures extérieures qui sont très isolantes. Et c'est ça qui nous permet d'avoir l'étanchéité acoustique à la façade. Le double vitrage est un classique contre les agressions sonores venues de l'extérieur. Mais à l'intérieur, si on ne fait rien, les bruits du voisinage peuvent devenir insupportables, surtout comme ici, dans une HLM. Mais vous êtes sur du parquet là? Oui, c'est du parquet, oui. Je croyais que ça faisait du bruit le parquet.
Oui, mais d'abord c'est un matériau de qualité, et puis ensuite on le pose sur une chape flottante, c'est-à-dire une chape isophonique qui va isoler ce logement-ci du logement qui est en dessous. Là vous êtes tranquille, votre voisin du dessous, il ne viendra pas vous voir. La chape flottante. Le terme est un peu mystérieux, mais la technique est plus simple. Tous les chocs qui vont se produire sur cette surface-là, carrelage ou parquet, ne sera pas retransmis sur cette dalle-là, du fait qu'il y a une barrière ici et il y a ce mortier-là. Piège à son, insonorisation, isolation, certes, mais tout ceci a un coût, 5% plus cher à la construction, avec des loyers qui grimpent en conséquence. La lutte contre le bruit est à ce prix. Une nouvelle saisie de cigarettes de contrebande. Il y en a beaucoup en ce moment. 6 tonnes de tabac ont été interceptées la semaine dernière au péage autoroutier de Biarritz. C'était la semaine dernière, donc, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. La marchandise venait d'Espagne. Sa valeur est estimée à 1 100 000 €. Un trafic qui serait en augmentation régulière, surtout depuis que le prix des cigarettes s'envole en France. La prochaine hausse de plus de 20% interviendra dans 15 jours. Et les buralistes manifestaient une nouvelle fois aujourd'hui, cette fois près de la frontière italienne. Olivier Théron, Raymond Chaplard. Ils ont l'impression d'être les boucs émissaires de la lutte contre le tabagisme et du trou de la sécurité sociale. Les buralistes de la Côte d'Azur manifestent contre les augmentations prévues en octobre et janvier prochain. Ils craignent que leur commerce ne parte en fumée, victime de la contrebande en pleine expansion. Ces cigarettes ukrainiennes connaissent un grand succès à Nice et surtout de la concurrence avec l'Italie. Nous sommes des gens qui sont plus souvent derrière nos comptoirs. Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est qu'il y a vraiment un ras-le-bol et une crainte de nous voir tous disparaître. À Vintimille, en Italie, les cigarettes coûtent 1 à 2 € de moins qu'à Menton. Elles se vendent par cartouche entière. C'est vraiment moins cher qu'en France? Relativement, oui, moitié moins celle-là. Les buralistes italiens ont enregistré 30 à 40% de hausse de vente des cigarettes. Ici, Marcello Oringo va même agrandir son rayon tabac en prévision de l'augmentation du 20 octobre en France. Sans état d'âme, c'est pour lui un juste retour des choses. Longtemps, les fumeurs italiens allaient faire le plein de nicotine à Menton. Les biotabac de la Côte d'Azur, ils étaient avantagés pendant 50-60 ans. Maintenant, ça peut changer. Ça, c'est l'Europe, ça, c'est le marché commun. À Menton, 40% de baisse, on met aussi l'Europe en avant, mais pour des raisons complètement différentes. On n'est pas contre cette différente augmentation pour une question de raison de santé, mais il fallait quand même que les choses soient faites d'une manière européenne. Augmenter la part qui revient aux buralistes et aider les commerces frontaliers, ce sont les revendications des débitants de tabac. Mais les négociations avec les ministères concernés s'annoncent difficiles. Une campagne de recrutement de la gendarmerie. Vous avez peut-être aperçu ces affiches ou entendu les spots à la radio. La gendarmerie veut attirer 13 000 personnes l'an prochain. Il y a 3 niveaux de qualification. Au sommet, les officiers, une centaine d'embauches prévues. À la base, les gendarmes adjoints. Et entre les deux, les gendarmes tout court. Reportage Stéphane Bretner, Frédéric Pasquette. Bonjour, pour devenir gendarme, ça commence ici, dans ces bureaux tout neufs du centre de recrutement. Stéphanie Aveline, 24 ans et comptable, elle vient réaliser ce qu'elle appelle un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant? Ouais. Oui. Tous ceux âgés de 18 ans et plus seront accueillis, sans exception. Une trentaine chaque jour vient rédiger sa lettre de motivation. Ils aiment l'ordre, la discipline. L'uniforme, le défilé du 14 juillet. En moyenne, les candidats ont le niveau du baccalauréat. Beaucoup d'entre eux avouent chercher la sécurité de l'emploi. Pour la gendarmerie, la fin du service national, c'est 50% de nouvelles recrues en moins. Il faut donc prospecter à l'extérieur des casernes. C'est pas évident de trouver des gens qui sont à la fois ont une résistance physique, ont un équilibre psychologique, ont une capacité intellectuelle d'ouverture d'esprit, maîtriser une langue, etc. Vous avez 30 minutes pour remplir le questionnaire. Un mois plus tard, voici venu le temps des épreuves écrites. Ils sont 20 aujourd'hui à plancher sur les mathématiques et le français, niveau seconde. Les mathématiques, il faut quand même avoir quelques connaissances, quoi. Mais sinon, ça va. Le français, c'était assez facile, je trouve. Mais non, c'est à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde, apparemment pas. Donc sur les 20 que vous étiez ce matin, seuls 4 sont autorisés à poursuivre. Pour les 4 reçus, prochaine étape, l'entretien psychologique avant une épreuve sportive. À de rares exceptions près, ils sont tous admis, avec une nouvelle tendance, un tiers des gendarmes sont des femmes.
Et à propos de gendarmes, comme dans le fameux film, Saint-Tropez dispose désormais de sa caserne. C'était auparavant un commissariat et dans le cadre du redéploiement des forces de l'ordre, le bâtiment a changé de locataire. Le baptême entre guillemets a eu lieu avant-hier. Les gendarmes de Saint-Tropez sont au nombre de 74. L'actualité à l'étranger, d'abord les dernières heures de campagne en Californie. On vote demain et Arnold Schwarzenegger semble toujours favori. Il n'est pas la seule curiosité de ce scrutin. La loi électorale est très permissive et on ne compte pas moins de 160 candidats, dont certains franchement loufoques. Aux États-Unis, Pascal Golomer, Tristan Lebras. La guitare électrique n'est pas branchée, mais peu importe. Arnold termine sa campagne comme il l'avait commencé, tout en muscles. Nous sommes ici pour faire le ménage. Mais combien de femmes as-tu ploté aujourd'hui, lui demandent les écologistes. Car c'est bien devenu le thème de campagne numéro 1, le passé sulfureux d'Arnold, qui fait douter les lecteurs. Et du coup, le gouverneur actuel croit à nouveau en ses chances. Même si tous les sondages le donnent pour l'instant perdant. Une élection digne d'un grand cirque hollywoodien, avec ses scènes de larmes et ses 135 candidats. Il y en a pour tous les goûts. Deux actrices porno, un acteur nain, ancien héros de feuilletons télévisés, et même un lutteur de sumo, plein d'allant. Ajoutez à tout cela une dose de suspense, le héros vaincra-t-il envers et contre tout? Réponse dans 48 heures, si les machines à voter fonctionnent normalement. Voilà, 135 candidatures finalement déclarées recevables. La Californie est l'État le plus riche et le plus peuplé des États-Unis. Autre élément à connaître, les minorités ethniques, elles représentent près de la moitié de la population. Envoyés spéciaux, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Arnold Schwarzenegger draine les foules, pas de doute là-dessus. Mais ce sont des foules essentiellement blanches. Dans un État où plus de 40% de la population fait partie de minorités noires ou latino-américaines. À Los Angeles, la communauté noire contrôle une bonne partie de la ville. Elle est elle-même largement contrôlée par les églises. Et pour les pasteurs, Schwarzenegger, milliardaire machiste et pro-avortement, c'est l'incarnation du mal. Message transmis aux fidèles. Schwarzenegger, je suis très inquiète en raison de ses opinions. Je pense que c'est seulement pour les riches. Dans les quartiers du sud du centre-ville où se concentre la misère la plus totale et la violence qui va avec, on n'attend plus rien de personne. Je peux voter, moi, un noir. Ça me plaît l'idée, mais vous êtes sûr que je peux voter pour quelqu'un? Et vous croyez qu'ils tiendront compte de mon vote? Les Noirs débordés désormais par les Latinos. Dans les quartiers hispaniques, l'ambiance est bien différente. Ici, on prie en espagnol. On a ses marchés, sa télé, ses écoles. Mexicains, Guatémaltèques et autres Péruviens représentent un tiers de la population californienne. La Californie, comme la Floride et d'autres États américains, est devenue de fait bilingue. Le Parti démocrate a dû présenter la candidature d'un latino, Cruz Bustamante, avec l'espoir bien sûr d'attirer les voix hispaniques. Avec plus de 40% de l'électorat, noirs et latino-américains pourraient être des faiseurs de rois démocrates en l'occurrence, puisque c'est en majorité pour ce parti qu'ils votent, lorsqu'ils votent. Car le problème, c'est qu'ils s'abstiennent en masse, plus encore que la moyenne des Américains. Et les bureaux de vote ouvriront donc demain. Le Proche-Orient, Israël, montré du doigt à l'ONU après le raid contre la Syrie. La communauté internationale condamne, à l'exception des États-Unis. Aucune date n'a été fixée pour un éventuel vote aux Nations Unies. Vincent Nguyen. Il y a 30 ans, avec l'aide de l'Égypte, le père de l'actuel président syrien attaquait Israël. La guerre du Kippour avait éclaté. Depuis, les voisins sont restés ennemis, mais leurs aviations n'avaient plus jamais bombardé le territoire de l'autre. Jusqu'à ce qu'hier, Israël mène un raid près de Damas, assurant qu'il y avait là-bas une base d'entraînement palestinienne. La riposte choisie par la Syrie est diplomatique. Elle demande au Conseil de sécurité de l'ONU de condamner l'incursion israélienne par une résolution. L'ambassadeur syrien dénonce une violation du droit international et une escalade préoccupante. Israël répond que ce raid n'est pas une escalade, mais un avertissement. La Syrie figurant sur la liste américaine des pays soutenant le terrorisme, les États-Unis refusent de condamner Israël, mais veulent calmer le jeu.
Israël ne doit pas se sentir entravé lorsqu'il s'agit de défendre la patrie. Mais il est important qu'aucune de ces actions n'entraîne une escalade et crée des tensions plus fortes. Ce soir, la Syrie demande aux États-Unis de ne pas opposer leur veto à son projet de texte. La date du vote n'est pas encore fixée. Israël, où l'on fête aujourd'hui Yom Kippour, le grand pardon, la vie dans le pays est suspendue, à l'exception des mesures de sécurité, des forces de sécurité qui restent plus vigilantes que jamais. L'élection présidentielle en Tchétchénie, un scrutin orchestré par Moscou et sans surprise, c'est le candidat du Kremlin, Ahmad Kadyrov, qui a été déclaré vainqueur. 81% des voix, la participation selon les chiffres officiels est de 83%, chiffre considéré comme hautement fantaisiste par les journalistes qui ont visité dimanche plusieurs bureaux de vote où l'affluence était très réduite. Vladimir Poutine, lui, veut voir dans cette élection le message que les gens espèrent une amélioration de leur existence. Fin de citation. Jean-Pierre Raffarin, qui rencontrait aujourd'hui le président russe, a affiché une position prudente. Seule une solution politique permettra de ramener durablement la stabilité, a-t-il indiqué un peu plus tôt dans une interview à l'agence russe Interfax. Il avait insisté sur le respect des droits de l'homme. Un anniversaire à Kaboul. Il y a 2 ans, dans la foulée du 11 septembre, les armées occidentales intervenaient en Afghanistan pour chasser les talibans. À l'heure du bilan, il y a bien un pouvoir dans la capitale. Il est incarné par cet homme, ici à droite, Hamid Karzai, en compagnie, vous l'avez vu, de Richard Armitage, numéro 2 du département d'État américain, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Les cérémonies auront lieu demain, mais ce pouvoir reste extrêmement limité. Chaque province est en fait gouvernée par des chefs locaux et la loi islamique, appliquée avec une rigueur extrême par les talibans et officiellement abrogée par le nouveau régime, continue de régir la vie de très nombreux habitants. Sur place, enquête Gilles Jacquier. Elle est belle et elle n'hésite pas à le montrer. Nous sommes à Kaboul, c'est avec le visage dévoilé que Shakiba exerce son métier de journaliste. 2 ans après la chute du régime taliban, Shakiba et son ami sont des pionnières. L'objet de leur reportage, l'université de Kaboul. Face à elle, de jeunes garçons. C'est quand même étonnant de voir ces 2 filles ici, en dehors de chez elles. Ouais, je suis surpris. Sorti de l'établissement, le gardien interpelle les 2 femmes. Pourquoi tu te promènes avec des étrangers? Ces étrangers, c'est toi qui les as amenés ici avec ta guerre. T'as pas un frère ou un père pour t'interdire de sortir avec des étrangers? T'as aucun droit de me parler comme ça. Les larmes de Shakiba contre ces hommes et leurs armes. Ils font partie du groupe Sayaf, des fondamentalistes les plus radicaux. Il est 5 heures du matin, c'est l'heure de la première prière. On prie 5 fois par jour. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Comme à l'époque des talibans qu'ils ont combattus, ces moudjahidines prient l'arme au pied. Ils sont partisans d'une application stricte de la charia, la loi islamique. C'est bien sûr dans les mosquées qu'ils propagent leurs idées, avec la bénédiction des mollahs. Ahmad Shah est le responsable militaire de l'organisation. On vient des 4 coins de l'Afghanistan pour l'écouter, le consulter, créer de nouvelles alliances. Avec ses partisans, il a réussi à bloquer la constitution, basée sur un islam tolérant, qui devait être adopté ce mois-ci. On doit inclure la charia dans toutes nos affaires, la vie quotidienne, le business, partout. La charia fait partie de notre vie et on ne peut négliger cela. L'Afghanistan de l'après-guerre se cherche toujours. Il y a 2 ans, les Américains intervenaient pour chasser les talibans du pouvoir. Aujourd'hui, leur projet d'y instaurer une démocratie est mis en échec par les plus radicaux. En bref, encore à l'étranger, une première en Grande-Bretagne. Elle est incarnée par ce visage, celui de Valérie Amos, une femme noire originaire du Guyana. Elle est nommée à la tête de la Chambre des Lords, l'équivalent de notre Sénat. C'est évidemment sans précédent. Valérie Amos avait été anoblie en 1997. Elle était jusque-là membre du gouvernement de Tony Blair. Le prix Nobel de médecine, il a été décerné à l'Américain Paul Lauterbur et au Britannique Peter Mansfield pour leur découverte sur l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, qui permet, vous le savez, d'examiner l'intérieur du corps humain en 3 dimensions. Aujourd'hui, plus de 60 millions d'examens de ce type sont réalisés chaque année dans le monde. La Corse, il y a un mois tout juste, la gendarmerie du village de Luri était prise pour cible après des arrestations jugées trop musclées. Pour ne pas envenimer la situation, les gendarmes et leurs épouses n'avaient pas jusque-là souhaité s'exprimer. Pour la première fois, ils témoignent ce soir, propos recueillis par Jacques Cardoz et Yann Moine pour le magazine Complément d'enquête.
À 10 ans, Fanny a passé l'essentiel de sa vie ici. Sur la page de garde de son ordinateur, le drapeau corse. Ça va pas être évident du tout. Malgré cet attachement, la décision est irrévocable. C'est toute la famille qui quitte le village. On est belle, hein? On est quoi, nous, ici? Nous, ça faisait 8 ans qu'on était là. On pensait être intégrés. Mes gosses ont appris le corse. Hein? La mienne a même eu le soutien de son professeur de corse. Hein, on a essayé de s'intégrer au maximum. On n'a pas vécu dans le village pour dire on est là, on va faire bien, on va faire ceci, on va faire cela. Non, on a vécu comme on va vivre sur le continent, comme partout ailleurs. Vous pensez que vous n'êtes plus en sécurité, vous et vos enfants? Non, non. Et puis vu les menaces qui ont été faites, non, on ne peut pas accepter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vu le langage qu'ils ont eu, l'agressivité verbale, non. Il n'est plus possible de rester dans un climat comme ça. Il faut partir. Voilà l'intégralité de ce témoignage et d'autres reportages sur la question corse ce soir avec Benoît Duquesne. Complément d'enquête à suivre à partir de 22h40. Et puis on reparle aussi des autonomistes ou des indépendantistes bretons. La semaine dernière, la gendarmerie du village de Matignon dans les Côtes-d'Armor avait été la cible d'un attentat à l'explosif artisanal, quelques maigres dégâts. Eh bien, il a été revendiqué aujourd'hui, cet attentat, par un mouvement inconnu, le Parti de la Bretagne libre, qui affirme qu'il s'agit d'une riposte au maintien en détention de 6 otages bretons. Fin de citation. Des détenus qui pourraient être jugés prochainement. Le dossier est bouclé. Alors, où en est l'indépendantisme breton? Amaury Guibert, Vincent Bouffarty. La bombe devait exploser pendant la nuit, mais c'est au matin qu'elle a tué Laurence Turbeck, une employée du McDonald's de Quévert. C'était le 19 avril 2000, le premier attentat mortel attribué à l'ARB, l'armée révolutionnaire bretonne. Le juge antiterroriste Gilbert Hill est saisi. Son instruction va durer plus de 2 ans et s'étendre à une quarantaine d'attentats commis en Bretagne dans les années 90. Finalement, 11 personnes sont renvoyées devant une cour d'assises spéciale. 6 sont en détention provisoire depuis 2, 3, voire 4 ans, une durée que dénonce leur comité de soutien. S'ils ont vraiment commis des actes délictueux vis-à-vis de l'État français, il y a longtemps qu'on aurait dû les juger. Il est inadmissible. 4 ans, oui, ça va faire la 5e année. Alain Solé va attaquer sa 5e année. Pour d'autres, c'est 3 ans, d'autres 2 ans. C'est inadmissible. Ils auraient dû être jugés depuis très très longtemps. Parmi les accusés, il y a Gaël Roblin, l'ancien porte-parole d'Emgon, un mouvement indépendantiste à l'audience confidentielle en Bretagne. Pour l'accusation, Gaël Roblin est l'un des commanditaires des attentats de l'ARB. Pour la défense, en revanche, les 80 tomes du dossier contiennent peu d'éléments qui justifient son maintien en détention. C'est véritablement un dossier politique. On a voulu aujourd'hui, dans cette procédure, traiter le problème politique de la Bretagne sous son aspect judiciaire, dans un aspect judiciaire, avec une volonté d'étouffer l'une des voix de la Bretagne contemporaine. Un dossier politique, une thèse défendue aussi par Mireille Georgeot. Il y a plus de 3 ans dans cette maison, son mari Christian était arrêté. À son encontre, des charges très lourdes, une dizaine d'attentats, il en reconnaît certains. On l'accuse aussi d'être l'un des chefs de l'ARB et d'avoir participé à l'action meurtrière de Quévert. Cela, il l'a toujours nié, mais sa femme s'attend à une peine sévère. Des condamnations certainement assez lourdes. Mais maintenant, justement, il y aura procès, donc il y aura des explications à fournir et à donner. Et éventuellement, et surtout des preuves. Et je crois que jusqu'à maintenant, des preuves, il n'y en a pas beaucoup dans le dossier. Un procès dont la date n'est toujours pas fixée. Christian Georgeot risque la réclusion criminelle à perpétuité. Oui, les indépendantistes bretons qui ont recueilli à peine 1% des voix aux dernières élections législatives en 2002 en Bretagne. L'arrivée des premières neiges dans les Alpes, le Massif central, mais aussi en Corse, pas forcément inhabituel pour la saison, mais avec ce climat si souvent déroutant, c'est presque devenu un événement. Commentaire Nicolas Châteauneuf. On l'avait presque oublié, mais depuis hier, la neige s'est rappelée subitement notre bon souvenir. Comme quoi, ici, en Auvergne, on respecte le calendrier. Dans les Alpes, ce ne sont pas les vaches que l'arrivée de la neige dérange, mais plutôt les agriculteurs. Avec les flocons, Jean-Pierre Blanc ne peut plus compter sur l'herbe des prés pour nourrir son troupeau de 50 vaches laitières. Il faut donc donner aux bêtes un peu de fourrage. Ce sera du fourrage en plus, et puis de la pénibilité aussi. C'est plus simple de mettre à pâturer les vaches que d'apporter du fourrage. Les vaches se servent quand elles sont au pré.
Et puis économiquement, il y a une grosse différence. Quant aux vaches, elles ne semblent pas le moins du monde gênées par l'arrivée des flocons. Les bêtes vivent plus facilement entre moins 4 et plus 10 qu'à plus 30. Elles peignent plus de la chaleur. Le principal, c'est qu'elles aient de quoi manger. Alors là, on a donné à manger, on va redonner ce soir, et puis si ça dure plus de 2 jours, on va prendre d'autres dispositions. Pas question pour autant de reprendre tout de suite le chemin de la ferme plus bas dans la vallée. Mais si la neige persiste, il faudra bien se résoudre à quitter les alpages jusqu'au printemps. À propos de climat, cette découverte au large des côtes charentaises des dauphins venus des tropiques, pour les scientifiques c'est un nouveau signe du réchauffement et une conséquence aussi de la canicule de cet été. François Privat, Alain Darigrand. À la fin du mois d'août, un dauphin d'électre qui normalement vit dans les mers chaudes est venu se perdre sur une plage de l'île d'Oléron. Le deuxième cas de l'été. Sans parler de phénomène, un révélateur du réchauffement de l'océan Atlantique dans sa partie européenne. Dans la même période, il y a d'autres observations faites dans le golfe de Gascogne, notamment des oiseaux de mer d'origine tropicale, également des structures de groupe chez les cachalots qu'on observe normalement que dans des latitudes tropicales ou tempérées chaudes. Visiblement désorienté, le dauphin est retrouvé mort dès le lendemain. Durant 35 ans, Jean-Claude Quérault a été chercheur à Ifremer. Selon lui, d'autres poissons subissent les aléas d'une augmentation de la température de l'océan. Il y aura un changement faunistique. Il est sûr qu'il y a des espèces à affinité froide comme la morue. Les stocks de morue sont mal en point à l'heure actuelle et même si on prend des mesures draconiennes pour ne pas les pêcher comme le font les Canadiens, on ne voit pas les stocks se constituer. À l'aquarium de La Rochelle, des poissons issus des mers chaudes. Certains d'entre eux ont pu être observés tout près de nos côtes. Nous, on a déjà constaté sur certains animaux en plongée qui n'étaient pas bien à cette température. On peut imaginer que l'hiver venant, tout va s'arranger. Mais il y a de toute façon un peu de dégâts, c'est évident. Pour les scientifiques, la température moyenne des eaux du golfe de Gascogne s'élève d'1 degré tous les 10 ans. Et on n'a pas fini de mesurer les conséquences des grandes chaleurs de cet été. Fissures, toits effondrés, fenêtres décollées dans le Jura. Certaines maisons tombent en ruine parce que le sol s'est rétracté. Près de Lons-le-Saunier, Caroline Gauthier, Yves Ginca. Donc voilà toutes les fissures. À l'arrière de la maison, les lézardes mesurent plus de 2 cm de large. Elles traversent les murs de part en part, de haut en bas. Mon mari a mis de la mousse expansive pour empêcher, quand il pleut, l'eau rentre trop dans les murs, parce qu'il y en a une qui est vraiment conséquente. Et puis, là c'est pareil, vous voyez qu'on a condamné une fenêtre, puisque la fenêtre qui est en chaîne a explosé. Fin juin, les premiers claquements retentissent à l'intérieur et à chaque détonation, une fissure s'ouvre. En août, le phénomène s'aggrave. Le carrelage craque à son tour. Les faïences ont commencé à tomber, la baignoire a se décoller du mur. C'est pas facile à gérer et puis on se demande quelle tournure ça va prendre, quoi. Quelles décisions vont être prises et puis on attend. Mais c'est vrai que c'est long, quoi. Puis on se dit qu'on arrive à l'hiver et puis qu'il y a des travaux à parer en urgence. Déjà 44 000 € de travaux, mais pour une prise en charge par l'assurance, il faudrait avant tout que la zone soit classée en catastrophe naturelle suite à la canicule. Pour le moment, on a environ 40 communes où on nous signale des habitations qui ont été lézardées, mais de manière assez dispersée. Il n'y a pas une commune où il y ait une concentration particulière d'habitations. Première en cause, le sol argileux qui dans ce département a particulièrement souffert de la sécheresse. Jeudi, au ministère de l'Intérieur, les experts décideront si le Jura a été ou non victime cet été d'une catastrophe naturelle. L'adaptation d'un grand classique, c'est ce soir sur notre antenne, Les Parents terribles de Jean Cocteau, réalisé par José Dayan, avec un casting prestigieux, Jeanne Moreau, Nicole Garcia, François Berléand, entre autres, dans les coulisses du tournage à Barcelone au printemps dernier. Reportage Isabelle Béchler, Jean-Paul Chausset. C'est dans une demeure de Barcelone que s'est tourné le huis clos des Parents terribles de Cocteau, réactualisé par le scénariste Pascal Bonitzer. Léo y règne sur une famille bourgeoise où l'on s'aime et se désaime à s'en étouffer. Et là, il va pleuvoir. Mettez-vous de l'autre côté. Sa jeune sœur Yvonne, diabétique et névrosée, donne tout l'amour dont elle est capable à son fils, Michel. Pour cela, bien sûr, elle a délaissé Georges, son mari.
Silence, auteur demandé. Les faux-semblants bourgeois vont se lézarder à la vitesse grand V. La double vie de Michel, le fils, n'est pas la seule qui va être exposée. Tu es aveugle. Aveugle? Oui. Michel n'a pas dormi chez des copains. Il a dormi chez une femme. Michel. Elle est formidable, maman. Je l'adore et tu vas l'adorer. Alors voilà ma récompense. Voilà pourquoi je t'ai porté, élevé, habillé, soigné, aimé jusqu'à l'absurde. Cocteau insiste bien. Il voulait que ce soit comme une pièce de boulevard. C'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte. Un homme trompé fait rire. Un homme de mon âge trompé par un jeune, c'est encore plus drôle. Alors si ce jeune est son fils, tout le monde est plié. Taisez-vous. Les égoïsmes et les névroses s'entrelacent jusqu'au bord de l'explosion. Et la mort n'est jamais loin. Ah oui. Vous venez pour le ménage. Aujourd'hui, c'est pas la peine. Voilà, à suivre à partir de 20h55 dans quelques instants, donc une fiction de prestige. Image de football pour terminer, avec hier le dernier match de la 9e journée de la Ligue 1. Marseille a battu Bastia 3-1, but de Drogba, encore lui, Marley et Scassel. Et grâce à cette victoire, les Marseillais sont deuxièmes du classement, juste derrière Monaco et devant Lyon. Voici le dernier but sur une mauvaise relance. Et puis encore une image de football, l'image du week-end, comme chaque lundi. En fait, plutôt image de la semaine dernière, avec des buts marqués par les gardiens. C'est assez rare. Le premier s'appelle Robinson, il a marqué pour Leeds en Coupe de la Ligue. Le deuxième s'appelle Poum, il joue à Sunderland en 2e division. Victoire de son équipe face au Derby County. Le voici au ralenti quand les gardiens montent. Ça fait mal en fin de match. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. Beaucoup de gris et un peu de bleu. 20h55, donc les parents terribles. 22h40, complément d'enquête Benoît Duquesne, le défi Corse, dernier journal. Minuit et demi, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités. Françoise Laborde recevra Roselyne Bachelot. On reparlera du bruit. On se quitte sur ces images de feux d'artifice à Hong Kong. C'était le début hier de la première compétition internationale de son et lumière. L'Italie, les États-Unis, le Japon et la Chine s'affrontent. Ici, les réalisations chinoises et italiennes. À demain.